Cette présentation va permettre de réfléchir à la façon dont je construis ma carte du monde, à partir d'où je me positionne et comment j'organise ma pensée. Cette réflexion est issue de l'approche de Claude Lévi-Strauss, anthropologie structurale. Nos représentations usuelles sont des représentations souvent binaires. On oppose les jeunes et les vieux, le monde marchand et le bénévolat, les petits chefs et les citoyens, les petits chefs qui décident et le débat démocratique. Ne rien changer, tout casser. L'associatif s'oppose à l'entreprise. Ainsi de suite. Puis il y a le régime des projections. Une de mes actions est critiquée, j'en suis blessé dans mon amour-propre et je vais réagir. L'agression génère l'agression, à moins que je prenne du recul. Une autre projection, manager, c'est donner des ordres ou manipuler. Et les modes de communication sont eux aussi très caricaturaux. La voie hiérarchique ou la voie démocratique. L'individu ou le groupe des représentants d'une communauté. L'intuitif ou le rationnel. Le cœur ou la raison. Et nous avons besoin de réfléchir à comment sortir de ces représentations très pauvres qui opposent au lieu de rassembler, qui divisent au lieu de fertiliser, d'hybrider. Et la pensée de Claude Lévi-Strauss est assez pertinente pour pouvoir réfléchir à la façon dont nous construisons nos représentations. Alors prenons la représentation classique du village. Alors je rappelle que pour Lévi-Strauss, les sociétés primitives seraient des populations chassées par d'autres et donc précarisées, avec le signe distinctif d'une perte du symbolique et de la concentration sur des gestes utiles, gestes de survie. Ce qui pourrait caractériser notre société occidentale qui est précarisée, qui s'organise autour de l'utile, de l'utilitaire, et qui dégrade de plus en plus la dynamique symbolique. Alors dans le village de Lévi-Strauss, l'idée c'est quand même qu'un village représente à peu près une centaine de personnes, pour donner un peu de matière. Eh bien, le village est organisé de façon concentrique. Le cœur du village sont les chefs et les performants, les guerriers. Et puis il y a autour, il y a les célibataires qui mangent avec une cuisine crue. Et puis, à la fin, à la périphérie, il y a les familles établies avec une cuisine cuite. Et il faut imaginer que autour du village, mais il y a la forêt, il y a les champs, il y a les moyens de trouver la nourriture. Alors, suivant comme l'on se place dans ce village, on va être d'un côté ou de l'autre. Il y a une séparation, disons, en deux parties, qui vont faire que les hommes d'un côté du village vont chercher des femmes de l'autre côté pour pouvoir éviter les risques de consanguinité. Et suivant à qui on pose la question de comment est organisé le village, suivant le critère, il va y avoir différentes façons de se représenter le village. Je vais maintenant appliquer cette représentation dans un club de montagne, pour Belpin, qui est organisé par une fédération, un ensemble de structures intermédiaires, et puis les clubs qui sont dans les différentes villes, des clubs de grande importance, 2000 membres, ou des clubs de plus petite importance, de 150 membres.
Eh bien, on va dire que au niveau d'un club, eh bien, il va y avoir le centre, qui va être le bureau, le comité de direction, et puis autour, il va y avoir les responsables d'activité, puis les encadrants, et puis autour, à la périphérie, l'ensemble des membres qui ont adhéré à un club. Et on peut dire que pour la fédération, c'est pareil, il y a la fédération qui est au centre, il y a la région, et puis les départements, et puis autour, à la périphérie, il y a l'ensemble des clubs. Maintenant, nous pouvons regarder les activités d'un club de deux façons. Soit on regarde ce qui se passe la semaine, et en gros ce sont les vieux, les retraités, qui activent les sorties de semaine. Bon, il y a bien sûr quelques personnes qui sont en activité professionnelle qui peuvent se libérer tel ou tel jour parce qu'elles se sont organisées, mais en gros, il y a les vieux la semaine, et puis les jeunes le week-end. Donc on peut avoir cette partition. Maintenant, on peut en avoir une autre, complètement différente, qui est que d'un côté, il y a les anciens, qui utilisent le papier, et qui pratiquent l'alpinisme. Ces anciens, donc, sont un peu allergiques à ce qui relève de l'Internet, des logiques modernes de pratique, qui sont entre autres la grimpe, et puis maintenant la slack. Et donc, voilà, c'est une autre façon de cliver et de séparer les pratiques. Et on peut remarquer qu'il y a des anciens qui utilisent le papier et qui pratiquent l'alpinisme, qui peuvent le faire le week-end ou en semaine, et il y a des modernes qui utilisent Internet et qui pratiquent la grimpe, donc dans des espaces plus sécurisés, de montagnes aménagées, qui peuvent aussi le pratiquer en semaine, en soirée, par exemple, dans les salles de sport aménagées, et puis bien entendu en week-end. Et il y a des alpinistes qui utilisent Internet, et il y a des jeunes qui n'utilisent pas Internet. Et il y a des jeunes qui ne font pas que de la grimpe, qui font aussi de l'alpinisme. 50% des pratiquants d'un club alpin sont souvent des randonneurs qui ne pratiquent ni l'alpinisme ni l'escalade, éventuellement la raquette. Donc, suivant la façon dont on se place et suivant ce que l'on cherche, on va organiser la représentation du club d'une façon ou d'une autre. Et il n'y a pas de représentation type vraie. Il y a une représentation en fonction de ce que l'on a envie de dire, de faire ou de classer. C'est subjectif. Alors, si on cherche à affiner nos représentations, jeunes ou vieux, eh bien, on va pouvoir, par exemple, caractériser la problématique des enfants de 0 à 15 ans, des juniors de 15 ans à 35 ans, des cadors de 35 à 55 ans, et puis les seniors de 55 à 75 ans, puis enfin les anciens, c'est-à-dire plus de 75 ans. Bien sûr, ces frontières temporelles sont arbitraires, mais en gros, on peut dire qu'il y a des pratiques tout à fait différentes. Par exemple, les enfants doivent sortir sous la responsabilité de leurs parents ou alors avec un encadrement professionnel. Les juniors peuvent sortir avec des encadrants bénévoles, mais la juridiction se fait de plus en plus précise, sévère, en particulier en refuge. Il y a des normes, des exigences dans notre société qui ne supportent plus le risque, quelle que soit sa nature. C'est d'ailleurs assez paradoxal de faire de l'alpinisme dans ce type de société. Et puis alors, les cadors, eux, bien, sont contraints par leur profession à sortir bien souvent en week-end avec une tendance à je dirais, à la diversification des pratiques par rapport à une trentaine, une cinquantaine d'années. Eh bien, un dimanche, on va faire de l'escalade, un dimanche, on va faire du canyoning, un autre, on va faire du VTT. Et en fait, la pratique, disons, et l'acquisition d'expérience devient de plus en plus difficile. Grand changement de pratique en 30 ou 40 ans.
Les seniors, bien souvent, sont donc issus de communautés qui pratiquent la randonnée, une grosse partie de l'activité, et puis quelques seniors qui ont pratiqué l'alpinisme dans le jeune temps. Si on regarde la notion de changement, d'évolution, eh bien on peut dire qu'il y a des invariants, il y a de la continuité, il y a de l'amélioration, de l'évolution et des bifurcations. La pratique de l'escalade en terrain sécurisé en haute altitude n'existait pas en 70, en 80. Elle s'est mise en place progressivement. L'utilisation d'outils de détection de victimes en avalanche n'existait pas dans les années 70. Aujourd'hui, il y a une amélioration. Et puis les changements vont concerner le tout, la partie. Alors uniquement la forme, le fond. L'alpinisme aujourd'hui ne se pratique pas comme il se pratiquait avant, car avant il était très élitiste, et aujourd'hui il a essayé de se démocratiser. Mais se démocratisant, il a aussi perdu de sa spécificité, qui était une prise probablement exagérée de risque. Alors aujourd'hui, on retrouve quand même dans certaines parties d'activité, comme le ski en freeride, des sauts, des descentes de couloirs très très exposés, des jeux à pile ou face. Et puis il y a le changement le plus important, le changement du regard. Alors les systèmes d'influence sont multiples. Parmi tous les adhérents, eh bien il y en a qui sont issus de l'université, de l'administration, du politique, de partis politiques, de syndicats, de multinationales, de grands groupes, de PME, d'activités libérales, d'activités parapubliques sur la santé. Et l'ensemble de ces participants, de ces pratiquants, eh bien, subit le monde marchand, la précarisation, la pression du temps, la peur et la sécurisation. Et tout ceci va faire que le club va être confronté à ce public multiple, varié. Et que représente l'alpiniste là-dedans? C'est d'abord un entrepreneur et un amateur. C'est le regard que je porte, mais d'autres vont porter un regard tout autre. Chacun doit réfléchir sur la façon et le pourquoi il choisit ce regard plutôt qu'un autre. Alors nous allons maintenant nous situer sur une représentation encore plus complexe pour changer le regard. Alors 4 pistes. Passer de la logique de statut, c'est un participant, un encadrant, un responsable d'activité ou un membre du comité de direction, à un processus, à un système. B. Sortir des logiques binaires d'opposition pour envisager les multiples polarités qui peuvent constituer les différentes activités et regroupements de membres. Beaucoup de membres sont mono-activités, mais certains traversent les différentes activités suivant le cycle de l'année, en fonction de la météo. Le troisième regard, c'est plutôt dans la logique de positionnement des frontières. Il y a les membres du club et ceux qui sont dehors. Et il est difficile d'envisager des activités communes entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Alors qu'aujourd'hui, l'évolution semble se tourner vers des réseaux cellulaires temporaires avec des frontières très poreuses. Et puis, en dernier point, eh bien, sortir de la logique de l'opposition à la logique de la position et surtout à l'hybridation. Combien, dans le cas de l'alpinisme, combien est riche le fait de pratiquer les différentes activités tout au long de l'année, car on peut se retrouver en hiver à avoir besoin de techniques de l'été, et vice versa. Par exemple, il y a des chutes de neige en début, même fin de printemps,
même au cœur de l'été, qui font que les risques d'avalanche que l'on traite de manière très sérieuse l'hiver sont occultés l'été. Et puis vice versa, quand il y a un défaut de neige, et bien des fois le cramponnage est bien utile en hiver. Alors on réserverait cette pratique à ceux qui utilisent ces outils pour l'alpinisme d'été, de printemps. Donc nous devons apprendre à hybrider, à impliquer la transversalité dans nos multiples activités. Donc voilà 4 chemins pour enrichir le regard, pour le rendre beaucoup plus pertinent et adapté au contexte dans lequel on va se trouver. Et donc c'est la fin de cette petite vidéo.